RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec l'animateur star, phare, vedette de TF1, Denis Brognard. L'aventure Robinson, c'est le nouveau jeu concept. Bonjour Denis. Bonjour. Nouveau programme ce soir. L'aventure Robinson, c'est l'émission Petite Sœur ou Petit Frère de Koh-Lanta ? Non, je pense que c'est une autre émission d'aventure. Ça a pas grand-chose à voir avec Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est pour des anonymes. Là, ce sont des personnalités. Koh-Lanta, ce sont deux équipes qui s'affrontent. Là, ce sont deux personnalités qui vivent ensemble et qui vont disputer des épreuves ensemble pour essayer de récolter un maximum d'argent pour une association, la Chaîne de l'Espoir, qui permet à des enfants qui n'ont pas accès aux soins dans leur pays d'origine de venir se faire soigner, notamment en France. Alors vous avez pris deux Robinson qui a priori ne passeraient pas leurs vacances ensemble, on les associe pas ensemble, mais qui vont devoir... Ils se connaissaient pratiquement pas au départ. Maître Gims et Kenji Girac. C'est rigolo, sont deux chanteurs, sont deux passionnés de Koh-Lanta. C'est aussi pour ça que on les a contactés. Gims, par exemple, je sais qu'il adore Koh-Lanta depuis des années, et on s'est dit tiens, on va essayer de leur proposer cette aventure. Oui, parce qu'il faut accepter quand même de jouer le jeu, c'est pas évident pour une star. Franchement, ils ont été top dans la mesure où c'est tellement éloigné de leur vie. Encore plus pour Gims que pour Kenji Girac. Kenji Girac, il a été élagueur, il aime l'aventure, il est sportif. Gims, il est arrivé sur place, il nous a dit moi je suis dans un assistant complet, à part composer, faire de la chanson, je suis assisté pour tout dans ma vie, mais là je vais me mettre vraiment en mode commando pendant 5 jours, et ce qui est bien c'est qu'il a tenu parole, et que pendant 5 jours il s'est retrouvé dans des conditions qui étaient... motive justement à faire ce genre d'émission, parce que finalement ils ont presque beaucoup de choses à perdre, de paraître pas très débrouillard ou un peu pleureur aux yeux du public. Ouais, mais je pense que pour accepter de faire cette émission, il faut être persuadé qu'on est capable de résister, qu'on est capable de vivre ces moments à la fois intenses mais difficiles et puis tellement éloignés de son quotidien. Moi, je voudrais juste vous parler de la première nuit. Jamais, je crois, dans Koh-Lanta, on a eu une nuit comme ça. Dans ces contrées, quand il pleut, c'est les pluies tropicales, c'est des cailloux de flotte qui vous tombent sur la tête. Ça a duré 7 heures. Et ils étaient tout seuls parce qu'ils étaient chacun à un coin de l'île et ils se retrouvaient le lendemain. Et ils se sont retrouvés dans des conditions enroulés dans une pauvre bâche. Et je peux vous dire que ça a été compliqué, mais qu'ils ont vachement bien résisté. Mais justement, c'est les petits extraits qu'on a pour que vous compreniez mieux l'aventure Robinson. Alerte météorologique. Des pluies diluviennes sont en approche. C'est un véritable défi qui attend les deux Robinson, car ils vont devoir lutter seuls contre les éléments. Dans l'obscurité la plus totale, il ne fera jour que dans 6 heures. Ça a été quand même une nuit assez difficile. C'est la pire nuit que j'ai passée de ma vie. Je crois que c'est celle-là. Je crois pas, mais c'était celle-là. J'avoue qu'elle m'a bien sauvé la vie, cette petite bâche. Il a plu toute la nuit, là. J'ai dormi là-dedans, là. Je pensais avoir trouvé le petit coin tranquille, bien plat. En fait, je dormais sur une petite rivière, en fait. Je suis trempé de partout, là. On est loin du Ritz, hein. On est loin du Georges V. J'ai jamais passé une nuit comme ça. Je vais reprendre la route, là, et essayer de retrouver Kenji. Parce que je pensais à lui aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il doit vivre? Enfin, c'est sûr qu'il a subi la pluie aussi, à moins que j'ai un petit nuage qui est venu spécialement pour moi. Mais... Le type est trempé, mais il garde, pour ceux qui n'étaient pas devant 23, il garde les lunettes de soleil. Hein. C'est sa marque de fabrique. On ne le voit jamais, Gims, sans ses lunettes de soleil. Ça faisait partie du contrat de départ. Mais quand vous les voyez comme ça, ils ont aussi ce recul. Ils sont capables d'avoir une forme d'autocritique, d'humour quand il dit on n'est pas au Ritz. C'est vrai que c'est tellement loin de sa vie, mais ce sont deux personnages emblématiques, en tout cas, qui ont vachement bien joué le jeu du premier au dernier jour. 5 jours. C'est quoi le principe de l'aventure ? On part, il y a 3 épreuves. Premier jour, ils sont tout seuls. S'ils vont vite, ils se retrouvent le premier jour. Là, ils ont connu quelques petits soucis, donc ils se sont retrouvés seuls dans la jungle. Ils se sont retrouvés le deuxième jour. Là, il y a une épreuve. Et le principe des épreuves, c'est d'être suffisamment complémentaires, suffisamment en osmose, pour être capable de gagner un maximum d'argent pour l'association qu'ils défendent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas l'un contre l'autre, jamais. Ils doivent vraiment s'entraider pour être le plus efficace possible sur 3 épreuves. Une épreuve dans la jungle, une épreuve sur la plage et une épreuve dans l'eau. Oui, il y a les 3 éléments. Donc il y a l'eau, le sable, et puis la végétation humide, on l'a vu. Exactement. Et ce qui est rigolo...
Il y a quelques bébêtes aussi, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont pas le même niveau physique. Kenji, c'est un petit zébulon qui va partout. Gims, il réfléchit beaucoup plus. Et puis il y a aussi leur fibre artistique qui joue. Et vous le disiez au départ, ils n'étaient pas faits pour se rencontrer. Ils s'étaient vus dans certains concerts, dans certaines émissions de télé, mais c'est pas du tout le même univers. Et là, enfin vous le verrez, mais quand vous entendez Kenji dire à la fin à Gims, t'es mon frère. T'es comme mon frère. Là, c'est là où on peut faire une comparaison avec Koh-Lanta. C'est-à-dire que les sentiments sont tellement exacerbés, la difficulté est tellement importante que en 5 jours de vie, 24 heures sur 24... Ils sont tombés amoureux. Je ne sais pas s'ils tombent amoureux, en tout cas, ils disent des liens extrêmement... Ce matin. Non. J'avais cru. Non. Non, ils ne sont pas tombés amoureux. Non, j'ai rien dit, je ne veux pas spolier la fin. Oui, c'est ça. Non, mais là... Jacques, tu l'as vu le Oui, programme ? je l'ai vu. Tu te verrais faire l'aventure Robinson ? J'ai fait de l'aventure. Hein. Moi, j'étais boy scout, puis à Nouvelle-Frontière, on organisait des treks, des randonnées, des cirques aventures. T'as été scout aussi ? Ah oui, absolument. Vous savez que c'est pour moi un honneur absolu d'être devant Jacques Maillot. Moi, il m'a toujours fait rêver, ce monsieur. Pourquoi ? Mais parce que je trouve que sa réussite professionnelle, quand j'aimais le voyage, mais que je ne voyageais pas autant qu'aujourd'hui, quand je vous entendais à l'époque parler de votre aventure Nouvelle Frontière, je trouvais que c'était fabuleux. Et je suis vraiment... Ça vous a donné envie, justement ? Ouais, c'est des gens comme ça qui m'ont donné envie de voyager, qui m'ont donné envie de parcourir le monde, et dans des conditions, enfin, c'est pas l'hôtel 5 étoiles, à votre niveau, je trouve que en lançant tout ce que vous avez lancé dans Nouvelle Frontière, vous étiez un précurseur de l'aventure. Je pense que vous êtes un aventurier. Merci Denis. Mais non, mais c'est vrai. Il est touché, Jacques. Bah oui, je suis et je suis doublement touché. En plus, ça va rapporter combien à la chaîne de l'Espoir ? Alors, je peux pas vous le dire. Vous savez pas. Il faut attendre ce soir, mais ça va rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Parce que je suis administrateur de la chaîne de l'Espoir. Non, mais c'est vachement bien. Et puis surtout, vous imaginez aussi c'est formidable. C'est pour aider les enfants qui peuvent pas être hospitalisés chez eux, et donc on aide à... Et puis il y a la pub aussi, parce que c'est-à-dire que tous les spectateurs, et j'espère qu'ils seront très nombreux, les téléspectateurs ce soir, vont peut-être aussi prendre connaissance de cette association, de cette fondation, donc, pour eux-mêmes donner. Denis, on est dans les GG. Ouais. Vous n'allez pas me dire qu'à un moment, il n'y a pas le petit coup de pouce, le petit truc pour faire en sorte de sortir de situations embêtantes, pour aider Maître Gims ou Maître Gims. Il y a un petit, il y a de la petite. C'est pas de la triche. Vous penserez à moi. Vous avez vu l'émission sur la deuxième épreuve, là où il faut reconstituer une étoile avec des câbles, des filins. Je vous jure. Moi, je suis là, je suis en régie, je regarde ce qui se passe, mais ça dure et ça dure et ça dure parce que c'est extrêmement compliqué. Ouais, mais il y a toujours un moment où bon allez les gars, on intervient, on les aide un peu, on les fait sortir de là. Vous compariez tout à l'heure avec Koh-Lanta, c'est la force de Koh-Lanta. C'est-à-dire que si vous pipotez le truc, si vous racontez n'importe quoi, si vous dites qu'ils vivent comme ça et qu'en fait vous les mettez à l'hôtel et qu'ils dorment dans un lit, eh bien vous êtes pas crédible. Non, mais je dis simplement pour les épreuves, simplement quand vous sentez qu'ils sont un peu en peine ou en panique. Non, mais pour les épreuves dans ces cas-là, il y avait à chaque fois où on leur donne un petit tuyau, on leur glisse un petit tuyau. 3 caisses à trouver sans vous révéler ce qui va se passer. C'était facile pour nous effectivement de les aider pour qu'ils aient chaque fois les 3 caisses. On est loin de ça. Non, franchement. Et même c'est ça qui fait je peux vous dire que ce soit Gims ou que ce soit Kenji Girac, je pense qu'ils n'auraient pas accepté. Ils auraient même été vexés qu'on puisse leur dire à un moment, tiens, on va te donner un petit coup de pouce. Non, le but du jeu, c'est qu'ils vivent leur truc à fond. Non. Gilles William, toi qui étais un aventurier aussi. Ouais. Non mais bon, d'abord, je vais le dire. J'ai fait ça le week-end. Moi, je regarde très peu ce genre d'émission parce que c'est pas ma cam, ce genre d'émission. Mais ça, c'est pas ouf. Mais non, ce qu'ils veulent regarder, je sais bien. C'est pas de faire injure. Oui. Non, je voudrais me faire l'avocat de diable sur 2 choses. Est-ce que là, on a affaire à 2 artistes. Est-ce que ça aurait pas été mieux ou la prochaine fois de mettre par rapport à un artiste un type qui vient, voilà, non, ou peut-être, mais peut-être un homme politique ou un notaire ou je sais pas qui ou un avocat. Vous savez, et c'est aussi pour ça, et je vous réponds, c'est aussi pour ça que moi j'ai beaucoup de respect pour Gims et Girac, c'est que c'est toujours compliqué d'essuyer les plâtres. Parce qu'il n'y a pas de référence. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans une aventure un peu, nous on leur a expliqué ce qu'ils allaient vivre, mais un peu à l'aveugle. Je pense que ce soir, quand on verra ce qu'ils vont vivre, quand on verra ce qu'ils sont capables de faire, ça va peut-être susciter des vocations. Et évidemment, pourquoi on n'aurait pas un sportif, un politique, une actrice, un acteur, bien sûr. En tout cas, le but du jeu, c'est que ce soit 2 personnalités face à face. Pourquoi pas un homme contre une femme aussi, ou avec une femme. Denis, deuxième réflexion de l'avocat du diable, encore plus vacharde. Le vrai Robinson Crusoe, il rencontre vendredi plus tard, mais il n'a pas de vendredi, et il ne sait pas
il ne sait pas combien de temps ça va durer, il ne sait pas si quelqu'un va venir le chercher, etc. Je ne veux pas diminuer leur mérite. À ces plages, je ne serais pas capable de faire le quart de la moitié de ce qu'ils font. Ça, c'est sympa de le reconnaître. Non, mais attends. De toute façon, personne ne me croirait sinon. Je ne serais pas crédible. Mais cela étant, c'est quand même... On a beau ne pas être au Ritz, quand on sait que ça va durer 15 jours ou 2 et qu'en plus on va avoir le plaisir ensuite de montrer ça pendant toute sa vie, ça donne envie un tout petit peu d'être sous la pluie. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est pas Robinson Crusoe. C'est pas un naufragé qui sait pas combien de temps ça va durer et qui joue sa vie. Là, on est complètement d'accord. N'empêche qu'il faut se mettre dans cette situation pendant 5 jours, sans rien manger, en essayant de se débrouiller avec une pauvre boîte de conserve, en essayant de faire du feu. Le plaisir de raconter après. Non mais bien sûr, mais vous savez, c'est comme quand il vous arrive une galère en vacances. Quand vous êtes en vacances et que vous prenez la flotte sur la gueule pendant toute l'après-midi. Quand vous le racontez à vos potes 2 mois après, on se console en y pensant. Mais plus l'événement est lointain et plus on a tendance à le magnifier. C'est vrai. Donc c'est un peu ça. Une fois, tu as eu les chaussures mouillées, je me souviens. En venant ici. Et ben j'en parle encore. Mais les gens ne veulent pas le croire. Non mais moi je sais parce que quand j'ai les cheveux longs, j'ai les cheveux exactement comme lui. Quand il pleut, en plus, ça frise encore plus. Ah oui, mais moi j'ai toujours un parapluie. Ah toujours. C'est un aventurier précautionneux. Mais avec un parapluie. Oui. Charles, tu pourrais faire cette aventure Robinson? Non, certainement pas. Certainement pas. Moi je pense qu'il pourrait faire Koh-Lanta. Il a une tête à faire. Non, pas du tout. Il a un physique, hein. Ouais. Moi je trouve qu'il a un physique. Pas du tout. Il suffit que j'ai corpulence aussi. Oui, c'est ça. Laissez-le parler. Il suffit que j'ai un tout petit peu faim pour être chafouin, désagréable. Ouais, mais ça c'est tout le monde. On est tous pareils. Non, dès que j'ai froid, même pareil, quand t'as mangé, je proteste. Au contraire, déjà dans ma situation actuelle, je trouve que je vis dans un luxe très insuffisant. Je suis impatient de facturer autant d'honoraires que Maître Goldnadel pour pouvoir vivre luxueusement comme Maître Gims semble vivre. Je suis surpris d'ailleurs. Ce serait plutôt l'île de la tentation, si je comprends bien, un bel hôtel. Non, mais nullement. Moi, ce serait éventuellement, je sais pas, vis ma vie de star de rock hébergé au Ritz, par exemple. Ça me plaît. J'ai appris ma vie de Maître Gims, mais à cette occasion gagner beaucoup d'argent, ce que j'ignorais, ce qui m'étonne, eu égard à sa production audiovisuelle. Mais tout, apparemment, on peut s'enrichir de toutes les manières. Kenji Girac, il est peut-être moins fortuné, non? Alors écoutez, moi je ne sais pas où en sont leurs comptes en banque, mais il a gagné The Voice. Il a gagné The Voice, il marche vachement bien. Maître Gims, il a vendu plusieurs millions d'albums. Maître Gims. Non mais ce sont des artistes. Et vous savez moi ce qui m'a impressionné. Non, ce qui m'a. C'est Alain qui l'a fait tout à l'heure. Mais j'avais fait discrètement. Il n'osait pas la revendiquer. Faut mettre le copyright. Ça nécessite un beau courage intellectuel. Voilà, comme je la trouve bonne, je l'ai dit. Mais moi ce qui m'a impressionné, on n'aime pas Kenji Girac ou Maître Gims, ce sont des styles musicaux. Mais moi ce qui m'a impressionné, mais je les connaissais pas, moi. Ouais. Mais c'est quand même. Et vous devez être de la génération de ma mère, parce que c'est exactement ce que m'a dit ma mère. Ma mère m'a dit qui c'est Maître Gims? En tout cas, mes enfants savent parfaitement qui sont et Maître Gims et Kenji Girac. Mais moi, ce qui m'a aussi impressionné, parce que ce qui est fort, c'est que Kenji, il vient avec un petit ukulélé, mais ils ont une qualité. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ce sont de vrais chanteurs, vous allez voir. Notamment, ils chantent à un moment, ils sont sous leur abri et ils chantent allongés. Déjà, chanter debout, c'est compliqué. C'est pas le titre, ils étaient voilà. Et franchement, je les trouve. Oui, ils le feu. Non, pardon. Non, Charles, non. Denis Brognard reste avec nous. L'aventure Robinson sur TF1. Denis Brognard dans le grand oral des GG. Et vous les imaginez les deux? On vous emmène, hein? Ah ouais, mais moi, ça nous a été proposé plusieurs fois, mais la prime d'assurance est beaucoup trop élevée. Et lui, il a posté pendant les vacances des sauts, là, à 5 mètres du sol, il est impressionnant. Olivier, je peux pas, parce que comme on était copains de promo en école de journalisme, il y a trop de connivence entre nous pour que je puisse... Je serais tenté de lui donner à manger à lui. Suite du grand oral des GG dans un instant avec Denis Brognard. Et nous sommes avec Denis Brognard, l'animateur du nouveau jeu événement sur TF1, l'aventure Robinson. Et bientôt, il y aura Koh-Lanta, le combat des héros. Ça a été dévoilé cette semaine. Casting donc là des anciens grands vainqueurs de Koh-Lanta. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est une demande du public. Non, pas des grands vainqueurs, justement. Ce sont des gens qui n'ont pas gagné, à l'exception d'une mais qui se sont fait remarquer. Mais qui se sont fait remarquer et qui
qui ont un potentiel pour l'emporter. Donc c'est un peu Koh-Lanta la revanche. Ça va d'un gars, je ne sais pas si vous vous souvenez de Dylan, qui a été éliminé au bout de 3 jours, le gars qui est arrivé avec ses mocassins Gucci, là, mais qui est fait comme une gravure de mode, mais qui n'avait pas compris un peu qu'il fallait s'entendre avec les autres. Et puis, il pensait qu'il venait faire la Starac, non? Ouais, je sais pas ce qu'il pensait, mais en tout cas, il est revenu et c'est plus le même bonhomme. D'autres qui ont été éliminés aux ambassadeurs, d'autres qui sont passés tout près de la victoire, éliminés à l'orientation sur les poteaux. Bref, on en a recruté 18 et qui reviennent avec l'objectif de gagner. Et cette nouvelle saison de Koh-Lanta, c'est à partir de quand? Si je le savais, je vous le dirais, cher Olivier, mais non. Il n'y a pas de date encore. Il n'y a pas de date encore, ça va arriver bientôt. Mais le casting, mais alors, Koh-Lanta, c'est une vieille émission maintenant de la télé. Ouais. Ça date de 2001. 2001. Vous vous rendez compte que le premier Koh-Lanta a été tourné avant la diffusion du Loft. Ouais, c'est dingue. Quand je dis ça ne rajeunit pas. Et c'est quoi le secret de la... Il repense à Loana à ce moment-là. C'est quoi le secret de la longévité? Il est ému. C'est quoi le secret de la longévité alors qu'à la télé c'est très compliqué maintenant de faire vivre des émissions sur la durée? Je pense que le concept est très fort parce que les gens sont vraiment en autonomie complète, c'est-à-dire qu'ils sont ces aventuriers, ils s'éliminent, ils vivent ensemble. Je pense qu'il y a aussi, et c'est pas Jacques qui me dira le contraire, cette capacité de voyager par procuration, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on voyage beaucoup, mais les gens, ils voyagent surtout aussi grâce à la télévision, et quand il fait pas beau en France et qu'on permet aux gens d'aller aux Fidji, aux Philippines, au Costa Rica, au Panama à travers une émission, c'est toujours très fort. Et puis il y a aussi l'identification par rapport aux aventuriers. On vit par procuration ce qu'ils vivent, on est dans son canapé, il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas, on partage leur quotidien. Et peut-être aussi parce que c'est un programme familial, il y a très peu d'émissions à la télé maintenant qu'on peut regarder en famille, chacun est dans sa chambre, chacun est devant son écran. Il y a The Voice peut-être sur TF1 et Koh-Lanta et donc peut-être l'aventure Robinson ce soir. Je l'espère. Ouais, je pense qu'effectivement les enfants ont fait des chiffres absolument incroyables. On est à plus de 60% de part de marché sur les 15-24. On est à peu près dans les mêmes eaux pour les gamins qui ont une dizaine d'années. Voilà, donc forcément, quand ces enfants-là à cet âge-là regardent, les parents regardent aussi. C'est un rendez-vous familial. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous familial où on se retrouve à une heure fixe. La télé, de plus en plus, on la vit comme on l'entend sur sa tablette. La Koh-Lanta, c'est le vendredi soir. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, de toute façon, Brognard, TF1 et les annonceurs, ils prennent les candidats, ils les exploitent, ils les essorent, ils utilisent leur image pendant les émissions et puis ensuite, on les jette. Je vais vous dire ce vous que êtes devenu pote, par exemple, avec des gens évidemment, de Koh-Lanta? Bien sûr, mais je garde des contacts avec eux, notamment tous ceux qui sont revenus, les 18. Je pense que pour répondre à votre question, il faut inviter les candidats de Koh-Lanta. Je dis toujours, Koh-Lanta, après la naissance de leurs enfants, éventuellement leur mariage, quand ça se passe bien, c'est le 3e événement qui est le plus marquant dans leur vie. Ils ont tous, à quelques exceptions près, envie de revenir. Quand on parle d'un retour avec des anciens, mais on est obligé de faire une sélection parmi des centaines de candidats. C'est un événement marquant de leur vie. Les gens et je crois que c'est pas du tout la vérité. On n'est pas l'exploitation commerciale de l'humain où on voit les bas instincts, les mauvais côtés des gens. C'est quoi l'exploitation? Mais non, on profite d'un concept extrêmement fort pour emmener des gens. Il y a que la télévision qui peut faire ça. Il y a que la puissance financière aussi de la télévision qui permet à des gens de vivre dans ces conditions-là. Et je crois que encore une fois, de sortir du quotidien. Moi je vous le dis, je suis l'animateur. Mais et interrogez les candidats. Oui, mais par moment, Denis, interrogez-les. Non, mais bien sûr. Ça fait 17 ans. Est-ce que vous avez beaucoup de candidats qui se sont plaints de ce qui s'est passé? Jamais. Non, mais c'est pas ça. Sauf ceux qui perdent peut-être parfois. Et encore, même ceux qui perdent, ils s'en veulent à eux-mêmes, ils en veulent aux autres aventuriers. Vous savez aujourd'hui, Denis aussi dans l'émission, à quel moment vous voyez une personnalité qui est capable de démarrer au quart de tour, celui qui sera faible, et justement, si on savait ça, vous arrivez à titiller, exploiter ce côté-là. Si on savait ça, fait de l'audience. Non, mais si on savait ça, le casting, c'est quand même quelque chose de très empirique encore aujourd'hui. Et si on était sûr qu'on avait le profil du bougon, de la jolie pépette, du machin, dans l'absolu, on fait un casting qui est représentatif de la population française. Non, c'est représentatif. TF1, c'est représentatif de la population française. Donc, on essaye d'avoir des gens de tous les âges, de toutes les régions, de tous les milieux socio-culturels et socio-professionnels. Et à un moment ou un autre, même des fois, s'il n'y a pas le méchant, s'il n'y a pas un pleureur, s'il n'y en a pas un qui est bougon, s'il n'y a pas je les cire, s'il n'y a pas celui qui est un peu, s'il n'y a pas celle qui est un peu sexy. Mais d'ailleurs, c'est pas forcément négatif. Mais c'est la vie. Dans la vie, il y a ça. Ouais. Ah bah là, il n'y a qu'à voir autour de la table. Oui, non, mais, et vous, là, ça manque aussi non, mais Alain, je vous retourne la question. Et vos chroniqueurs chaque jour. Si c'était des types qui étaient timides, introvertis et qui n'avaient rien à dire,
Il serait là? Non. C'est pareil, on essaye d'avoir. Il y a un critère, bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est une grande gueule. Ensuite, sur Koh-Lanta, on tire pas les ficelles, c'est pas un film. C'est-à-dire qu'on dit pas, ok, aujourd'hui c'est un jeu, les jaunes gagnent, demain ce sera les rouges. On a le scénario n'est jamais écrit à l'avance. Mais je vous le jure, mais c'est tellement fort. On n'a pas à écrire un scénario. On a à sélectionner les séquences les bons moments qui sont les plus fortes. C'est là où on intervient, évidemment. C'est-à-dire qu'on choisit les séquences. Après, voilà, c'est normal, bien sûr. Exactement. Que reste-t-il du drame que vous avez vécu, qu'a vécu la famille de Gérald Babin, ce candidat mort, c'était la 13e saison lors du tournage. Que reste-t-il de cet épisode douloureux? Il reste une blessure qui ne se cicatrisera jamais. Vous parlez de Gérald, moi je parle aussi du médecin Thierry Costa, qui s'est donné la mort après. Voilà, et ouais, il s'est suicidé. Donc voilà, c'est quelque chose qui est ancré en moi, qui est ancré en nous, et qui fait que l'équipe de production et qui fait que notre famille Koh-Lanta, j'ai pas peur d'employer ce mot-là, est extrêmement soudée. Voilà, voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Denis Brognard, c'est l'animateur ad vitam aeternam de Koh-Lanta, Denis? Je sais pas, mais j'ai souvent dit que s'il ne s'était pas passé ça en 2013, peut-être que je serais plus aujourd'hui l'animateur de Koh-Lanta. Pourquoi? Je sais pas, parce que j'aurais peut-être eu envie de faire autre chose. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire autre chose, parce que déjà j'aime ce programme, parce que indépendamment d'en être l'animateur, je suis aussi un peu la mémoire, parce qu'on est très peu à être là quasiment depuis le début. Le travail en collaboration avec les équipes, avec Julien Magne qui est là quasiment aussi depuis le début, avec Alexis Laroche-Joubert qui a remplacé Franck Firmin-Guillon à la tête de cette production. C'est un travail vraiment collégial, et j'ai plus qu'un rôle d'animateur. J'ai un rôle aussi très fort dans la production, dans tout ce qui concerne le cachet, les pépettes pour Koh-Lanta, Denis. Le blé. Vous ne m'aurez pas. Oui, c'est bien payé. Ouais. J'ai hésité entre être avocat et animateur télé, et j'ai préféré être animateur télé. Tout le monde est bien payé sauf moi. Pourquoi c'est confidentiel? Mais c'est pas que c'est confidentiel, c'est que c'est peut-être aussi en France. Non, mais c'est en France. C'est une forme de peut-être de gêne. C'est peut-être pas bien. Mais moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je vis extrêmement bien. Je suis un incroyable privilégié, et c'est aussi pour ça que je me lève tous les matins avec la banane et que je m'interdis de me plaindre quand on me dit ouais mais tu vas partir encore 2 mois. Ouais, je pars 2 mois. C'est vrai que dans ma vie de famille c'est pas toujours facile, mais à un moment ou un autre j'ai tellement de chance. Vous boudez pas votre plaisir. Et c'est quoi l'avenir? Alors, il y a des choses à la télé que vous aimeriez faire, qu'on vous a pas encore proposé? Et je fais déjà beaucoup de choses. Non, mais je fais déjà beaucoup de choses à la télé. L'aventure Robinson, on repart sur Ninja Warrior, qui est cette émission aussi de défis dont on va tourner la 3e saison, qui marche très bien. Je suis sur Automoto chaque semaine. Je présente les grands événements de sport. Franchement, voilà. Il y a le mondial qui arrive. Ben voilà, c'est ça, avec la Coupe du Monde où on sera très fortement à l'antenne entre le 14 juin et le 15 juillet. Il y a beaucoup de matchs. Les 28 meilleurs matchs sont sur TF1. Alors, je pose la question différemment. Est-ce que TF1 vous a déjà proposé quelque chose que vous avez refusé parce que vous dites c'est pas mon truc? Parce que TF1, vous aussi, j'imagine, vous utilisez votre notoriété, votre popularité. Ouais, après le départ d'Evelyne Delia. Ouais. Ben non, mais il y a Tatiana Silva qui fait très très bien la météo. Non, mais TF1 me propose. C'est ça qui est bien. Moi, j'ai fêté mes 20 ans à TF1. Combien de fois il y a des gens qui disent ah oui mais TF1 ça doit être dur, c'est une boîte difficile. Ouais, c'est une boîte difficile, mais c'est une boîte. Voilà, quand on est bien, quand on a compris un peu la philosophie de la chaîne, tout va bien. Quand on sait que l'audience est effectivement notre moteur, mais c'est un moteur qui était super excitant. Moi, je stresse pour ce soir. Mais c'est ce qui nous fait avancer. S'il n'y avait pas l'audience, si on se dit bon ouais, oh non, mais on a trouvé ça bien. Mais non, mais c'est pas à nous de trouver ça bien. C'est aux téléspectateurs d'avoir. Koh-Lanta pourrait être sur le service public? Ou l'aventure Robinson? Ouais, je pense que oui. D'ailleurs, je pense que Koh-Lanta, à un moment, au moment où ça commençait à venir, c'était quelque chose qui pouvait intéresser le service public. Je vois pas pourquoi Koh-Lanta serait pas sur le service public. C'est une aventure. Mais Koh-Lanta pourrait être sur n'importe quelle chaîne. Et je peux vous dire que si TF1 un jour lâchait Koh-Lanta, il y a plein de chaînes qui se mettraient sur les rangs. Et c'est pas demain la veille. Vous auriez pu faire un tweet ou un texto pour défendre Tex de France 2 ou pas? Ouais, je sais pas si j'aurais pu le faire. Je le connais un petit peu. Je trouve que les proportions qu'ont pris cette affaire sont démesurées. Jamais de la vie, à la place des dirigeants de France Télévisions, je ne l'aurais congédié comme il l'a été.
Maintenant, moi, je n'aurais jamais pu non plus avoir cette envie de délivrer cette blague. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se cache derrière son côté humoriste. À un moment ou un autre, c'est vrai qu'il est humoriste, mais il est aussi animateur de télévision. Voilà, mais je trouve que c'est complètement, encore une fois, démesuré. Je ne peux pas croire qu'on puisse mettre quelqu'un sur la touche comme il l'a été, juste pour une mauvaise blague. Tout à l'heure, on parlait de Johnny Hallyday. On se souvient des images très fortes diffusées sur TF1, mais sur toutes les chaînes de ses funérailles, de cette cérémonie d'hommage quasi nationale. Puis aujourd'hui, c'est une famille qui se déchire. C'est un peu triste. Ça prouve que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, avoir une célébrité, avoir des obsèques nationales absolument incroyables en émotion, et vivre comme des familles. C'est le lot quotidien de familles. L'héritage, c'est quelque chose de terrible dans les familles. Moi, c'est marrant, je ne jugerai jamais ce qui se passe. Je connais ni Laetitia, ni David ou Laura Smet, donc je ne jugerai pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, dans mon propre cas, je me suis toujours dit, et on s'est toujours dit ça droit dans les yeux avec mes deux frangins, par pitié. Moi, j'ai malheureusement perdu mon père très jeune, mais par pitié, soyons toujours dignes et n'ayons jamais de problème d'héritage. Que ce ne soit jamais ça qui puisse perturber nos relations familiales. Voilà, donc c'est la seule chose. Est-ce qu'on y arrivera ? Je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, c'est difficile, mais je pense que ce qui arrive... Ça peut servir de leçon, finalement, ce qui arrive. Mais oui. Dans les familles, ça peut faire réfléchir. Et puis aujourd'hui, vous savez quoi ? On dit toujours laver son linge sale en famille. Mais là, on ne lave pas en famille. Oui, mais on lave devant tout le monde. Oui, mais les Hallyday, c'est une famille... C'est la seule question que je me pose, moi. C'est la famille royale. Est-ce que, avec des avocats, peut-être, avec des médiateurs, tierces personnes, est-ce qu'on n'aurait pas pu régler ce problème sans en parler dans la presse, sans faire un communiqué, un contre-communiqué, voilà, parce que c'est terrible, et je trouve que, in fine, ça salit la mémoire de Johnny lui-même, sans parler encore une fois de ses enfants, de sa femme, et on ne connaît pas ce qui s'est passé. Mais c'est une question, parce que ça concerne TF1, ça concerne The Voice. Ménel, la jeune chanteuse qui a été obligée de renoncer à ce concours pour des messages, des tweets qui ont été écrits et qui remettaient en cause l'attentat de Nice. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je pense que la décision qui a été prise, et sa décision à elle, était la bonne. Maintenant, ce qui a pu être dit, je sais pas. Non mais c'est pas sa décision à elle. Non mais c'est une décision. Je sais pas. Je suis pas dans le secret des dieux. En revanche, ce qui a été dit notamment par Monsieur Carteron, c'est ça hier. Il y a eu l'ancien champion Carteron sur Twitter. Il faut raison garder. Voilà. Il y a effectivement aujourd'hui, de toute façon, vous l'avez vu. Je pensais aussi à ce porte-parole de La République en Marche qui a été obligé de démissionner quasiment instantanément après avoir été nommé parce qu'il avait aussi délivré des tweets complètement déplacés il y a quelques années. Je pense que ça doit faire réfléchir tout le monde. Tout maintenant. Et il y a une traçabilité absolue de ce que vous dites. Hein. Et voilà. Maintenant. On est poursuivi toute sa vie pour un truc qu'on a dit il y a 10 ans, 15 ans. Bien sûr. C'est horrible. Non, mais maintenant. Alors, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y en a qui payent les pots cassés. Mais aujourd'hui, vu tout ce qui se passe, je pense qu'aujourd'hui, chacun doit pouvoir se dire attention. Dans ma vie, vous l'êtes dit, vous faites gaffe à ça en disant aujourd'hui je suis devenu célèbre. Oh merde, j'espère que ça ressortira jamais. Non, pas du tout. Parce qu'à l'époque ça n'existait pas tout. Non mais pas du tout. Mais moi je fais super gaffe. Mais tu devrais bien avoir quelqu'un qui dit je vais me taper Denis Brognard entre guillemets. Je vais lui faire cacher parce que je me souviens d'un truc qui m'a arrivé avec lui. Je crois pas avoir dérapé sur les réseaux sociaux. Mais parfois je m'en mords les doigts. Non mais je vais poser une autre question moi. Plus insidieuse quand je vous entends parler. À chaque fois, c'est des questions insidieuses. Vous êtes un avocat. Hein. Non, c'est est-ce que maintenant que vous représentez, que vous regardez, c'est tout à votre honneur, une émission très populaire, qui est regardée par familiale, par toutes les catégories de population, de toutes origines, etc., etc. Est-ce que vous ne vous obligez pas, par moment, à avoir un discours un peu consensuel ? C'est insidieux. Mais non, c'est pas du tout insidieux. En tout cas, effectivement. Faut pas décevoir les gens. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais je pense qu'à un moment ou un autre, quand vous êtes un personnage public et un animateur de télévision, et ça rejoint ce que je disais par rapport à Tex, eh bien, vous avez un devoir de réserve dans vos prises de position. Voilà, ça veut pas dire que vous êtes terne, tiède, que vous n'êtes plus vous-même. Non, mais moi, c'est ce que je dis sur moi. Mais en tout cas, effectivement, je m'interdis, par exemple,
d'avoir une quelconque opinion politique sur les réseaux sociaux. Pourtant, Dieu sait si de temps en temps j'ai envie vous voyez, je me ronge les ongles, mais je ne le fais pas. Je n'ai pas non plus. Aussi. Voilà. Mais non, c'est m'engager moi, Alain. J'ai 50 balais, ça fait 20 ans que je suis sur TF1. Je pense à moi. La chaîne me dit rien. Mais je vous garantis, on a toujours l'impression qu'il y a le patron, M. Pélissian, M. Aprikian, qui nous dit... Mais on nous dit rien. Non, mais je pense on nous dit rien parce que moi, je pense sincèrement, et j'en suis fier, je pense qu'on considère que je suis quelqu'un de plutôt responsable, et on n'a pas peur que je dise une connerie. Mais effectivement, je ne me place pas en termes de religion, je ne me place pas en termes de politique, et j'essaie, de temps en temps, je réponds aux gens, dès l'instant où on m'insulte, je bloque les gens sur les réseaux sociaux. Je trouve que les réseaux sociaux, c'est génial. Vous savez ce que je disais ? Je lisais hier que le Figaro tire à 300 000 exemplaires. J'ai quasiment 600 000 followers et je me suis dit qu'à chaque fois que je disais quelque chose sur Twitter, je touchais 2 fois plus de monde que si je le disais au Figaro. Ben c'est quand même c'est formidable parce que c'est un lien direct avec les gens et les téléspectateurs, et moi je me régale. Il y a des live tweets, moi généralement quand on me dit mais comment elles font les filles quand elles ont leurs règles sur Koh-Lanta, mais je réponds à ça parce que c'est intéressant, et puis c'est en direct, je passe pas par un journaliste pour parler aux gens. Mais à côté de ça, effectivement, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de politique, et j'essaye d'être mesuré dans tout ce que je pense. Et elles font comment alors ? On leur donne de quoi gérer ça sans aucun problème. La dernière question, un poste de direction à TF1 d'ici 10-15 ans, c'est le futur pour Brognard. 10-15 ans, et moi je serai à la retraite, et on sera à la retraite dans 15 ans. Étienne Moujotte, il est devenu patron de TF1, il est resté longtemps, c'est un grand patron de TF1. Ça vous intéressera ou pas un poste de direction ? Non, mais vous vous rendez pas compte, et vous me parlez d'Étienne Moujotte, mais pour moi c'est... Non, est-ce que ça vous intéresserait de diriger une chaîne ? Non, non. M'occuper plus de programmes peut-être un jour, si je suis plein l'écologie, un peu comme Bouchouya Hulot. Merci Denis Brognard. Merci à vous. 21h, l'aventure Robinson, c'est sur TF1 avec Kenji Girac et avec Maître Gims. Merci de passer par le grand oral des GG. On enchaîne, jeunes gens. Attention, c'est l'heure du GG et vous. On va reparler de la SNCF avec Nabil et Charles.